Allez, tu vas, allez! Allez, mon grand! T'es grand aujourd'hui! T'es grand! Guardo Ballan, questo è l'attacco buono, titola grande Alessandro Ballan. Ah, he takes it! Joy for cycling fans! Bonjour à tous, c'est Lucas et bienvenue pour le 10e épisode du débrief by Dossard 13. Pour ce débrief, on va bien entendu reparler de ce qui s'est passé sur la première moitié du Tour de France. Et pour cela, je suis toujours en très bonne compagnie. Comment vas-tu, Guillaume ? Bah écoute, ça va super. On a eu des débats intéressants et intenses, on va dire, durant le week-end. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Pour ma part, moi j'ai passé une très bonne première semaine de Tour de France. C'était assez agréable, on va dire, d'un point extérieur à regarder malgré certaines performances. On va dire, ce qui a été vraiment chiant, c'est quand t'allais sur les réseaux sociaux et puis tu pouvais pas passer plus de 30 secondes sans que tu vois une connerie, machin tel, accusé de dopage ou un autre qui râle pour ci, un autre qui râle pour ça. Enfin, c'était vraiment Enfin, pour l'instant, c'est un Tour de France assez insupportable sur ce point de vue-là. Mais sinon, d'un point de vue performance et spectacle, on se régale, hein. Ouais, assez inattendu, parce que c'est vrai qu'on était, comme tu l'avais tweeté, on était un peu médisant sur le parcours du Tour. Et encore une fois, comme tu le dis aussi, c'est les coureurs qui font la course. Et on a été pas mal gâtés sur cette première semaine du Tour. Le parcours pourtant n'était pas non plus incroyable, mais les coureurs ont su rendre cette première semaine assez passionnante. Bah, quand tu as des champions, on va dire, qui font le show à la Mathieu Van Der Poel, qui n'hésitent pas à attaquer, on va dire, de loin, même avec le maillot jaune, c'est sûr que la course est beaucoup plus intéressante. Et bah voilà quoi, de toute façon, j'ai envie de te dire, les 9 vainqueurs d'étape là, de cette première partie de tour, c'est 9 champions quoi. Au vu des étapes, les mecs, c'est des cadors. Tout à fait, et certains ne connaissent peut-être pas certains noms, mais pour ceux qui suivent Dossard 13 depuis le début, certains noms comme Ben O'Connor vous seront peut-être un peu plus familiers. Ah oui, c'est sûr que on reviendra plus en détail après sur les performances en détail, mais c'est sûr que Ben O'Connor, pour nous, c'était un des coureurs à surveiller de l'équipe AG2R Citroën. Il sortait d'une bonne saison, il allait pouvoir récupérer un rôle de leader, on va dire, sur les grands tours du côté d'AG2R. Et au final, première grosse étape où il a l'opportunité de jouer sa carte personnelle, et on le voit briller tout en puissance, s'envoler, quoi, tout simplement. Masterclass, hein, à 5 minutes au deuxième, mais on y reviendra juste après. Bon allez, fini cette introduction, on passe directement au débrief étape par étape. Et je te propose de prendre la main tout simplement sur la première étape. Oh oui, bah écoute, première étape, troisième maillot jaune d'Alaphilippe sur 3 éditions d'affilée sur le Tour, tout simplement. On va retenir quand même les 2 chutes massives, avec notamment la fameuse pancarte Opi et Omi, devenue une sorte de mème sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, la victoire et la prise du maillot jaune d'Alaphilippe. Il a été surpuissant, il part à 2 400 km, il me semble. Il prend une bonne petite longueur d'avance et on a même cru qu'à un moment, quand même, Pierre Latour pouvait revenir. Il avait fait une très belle petite montée, Pierre Latour. Finalement, il n'arrivera pas à faire la jonction avec Alaphilippe, qui était juste beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Et à noter un petit jour sans de Mathieu Van Der Poel, qui va finir seulement 20e. Roglic était présent avec une belle 3e place. Et après, Superman, donc Lopez, a été piégé dans la seconde chute. Pareil pour Guillaume Martin. Bon, Guillaume Martin, ce n'est pas très grave vu qu'il n'est pas censé jouer le général. Mais une première étape avec pas mal de... On voit directement certains coureurs très malchanceux, à l'image de Chris Froome qui chute lourdement et on pensait même qu'il allait abandonner. On a la Jumbo-Visma qui a été, on va dire, la grosse victime de la chute de la pancarte avec Tony Martin qui vient chuter en premier, par exemple Mike Tennyson, et puis aussi surtout la chute de Marc Soler qui finira l'étape, mais malheureusement qui sera contraint à l'abandon pour 2 fractures. Et on perd un des potentiels acteurs de ce Tour de France directement dans la première étape. C'est sûr que on verra plus tard que cette première étape a laissé pas mal de traces dans les organismes, malheureusement plus à cause des chutes que du parcours.
Mais c'est le tour, hein, j'ai envie de te dire, hein. C'est toujours très nerveux et heureusement bah, pour les Frenchies, bah, c'est Julien Alaphilippe qui s'impose. Ouais, encore une masterclass de sa part, franchement bravo. Je pense qu'on peut enchaîner sur la deuxième étape parce que la première et la deuxième étape sont assez liées au final vu qu'on va retrouver les mêmes acteurs et Après la contre-performance de Mathieu Van Der Poel à Landerneau sur la première étape, il va directement remettre les pendules à l'heure en faisant vraiment le show dans le mur de Bretagne. Il va attaquer une première fois dans la première ascension où il y avait des bonifications sur la ligne. Puis, sur la deuxième ascension, on s'est dit, oh, il va être cramé. Que nenni. Il attaque à 800 mètres de la ligne et s'envole en solitaire vers la victoire et la prise du maillot jaune en hommage à son grand-père Raymond Poulidor. Petite contre-performance cette fois-ci pour Julien Lafilippe qui vient décrocher seulement une cinquième place alors qu'on s'attendait vraiment à ce qu'il fasse le bis parce que c'était tout simplement en limite un mur qui s'adaptait davantage à ses caractéristiques. Mais bon, à bah, son tout tour ça, d'avoir un jour sans. Hein. c'est ça. Et bah, directement, dans la deuxième étape, on a Pogacar et Roglic qui montrent qu'ils sont en forme et qui vont chercher respectivement une deuxième et troisième place et accompagnés d'un très bon Wilco Kelderman qui termine au contact des deux Slovènes. Oui. Bon, juste pour revenir sur ce que je disais, un jour sans, je pense qu'on aimerait plusieurs coureurs, ou même nous, on aimerait bien avoir un jour sans la Julien Alaphilippe où tu fais seulement cinquième. Mais ouais, une belle étape et franchement, pleine d'émotions avec Mathieu Van Der Poel. Mais je sais pas, Mathieu, je l'ai dit sur les réseaux, mais il faut que je le répète, mais quand il fait ses petites interviews en français avec son petit accent, je sais pas, il y a... Ah, on a des sentiments pour Mathieu, je crois. Hein. Ouais, c'est sûr que c'est un peu le crack, c'est dommage qu'il soit pas français, mais bon. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. Hein. Il parle déjà parfaitement français. On parlait des chutes justement sur la première étape. La deuxième étape a été plus clémente. Malheureusement, la troisième avec l'arrivée à Pontivy, ça a été très catastrophique. Ouais, on va dire les 15 derniers kilomètres ont été très compliqués. On a d'abord vu la chute de Roglic qui vient toucher malheureusement la roue de Colbrelli et qui va tomber tout seul. Et malheureusement, bah, on perd le principal adversaire de Pogacar. Et c'est toujours triste de voir partir un leader sur chute. Pour évoquer aussi le fait que le final sera totalement catastrophique, seulement 17 coureurs finissent dans le même temps que le vainqueur Tim Merlier, qui a parfaitement maîtrisé le sprint avec son équipe Alpecin, et notamment Jesper Philipsen qui vient de terminer second. Et bah, tout simplement, performance XXL encore une fois d'Alpecin qui, rappelons-le, est seulement une équipe Continental Pro, hein, pas en World Tour. Hein. Ouais. Après, ils ont vraiment aligné l'armada par rapport à d'autres équipes pour le tour. Ils ont vraiment une très belle armada. Et bon, dans les sprints suivants qu'on va débriefer aussi, on verra, ça leur a peut-être porté aussi préjudice parce que c'est vrai qu'ils ont deux sprinters. Ils ont voulu interchanger des fois les deux sprinters. Ça n'a pas marché pour Philipsen. Mais bon. Après, au niveau de l'équipe, je pense que première participation à un tour, le contrat est déjà largement rempli. Hein. On notera également l'abandon de Caleb Ewan ce jour-là, qui tombera dans l'emballage final et qui ne réalisera malheureusement pas le Grand Chelem en remportant une victoire d'étape sur chaque Grand Tour cette année. Et on a aussi la perte précieuse pour la Bahreïn avec Jack Haig qui faisait un très bon début de tour mais qui malheureusement chute sur la chute massive à 8 km de l'arrivée. Ouais, dommage, ça aurait pu être un prétendant au podium. Je te laisse prendre la main maintenant sur la quatrième étape. Mais oui, mais évidemment. Mais je vous avais prévenu hein, pour la quatrième étape. Jour de gloire pour Mark Cavendish, qui va être victorieux dans l'emballage final. Franchement, son placement, sans poisson pilote, parce qu'il avait perdu la roue de Markov. Franchement, son sprint, c'était une masterclass. On a eu aussi droit à un Nasser Bouhanni très en forme sur ce début de tour. Il a fait une très belle deuxième place. On se rappelle aussi cette étape qui était marquée par l'arrêt du peloton pour protester suite au final chaotique de la veille. Un peu particulier comme arrêt. Ça a fait pas mal débat parce qu'on n'avait pas vraiment de revendication. Bon, on va pas revenir du coup plus dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire en plus. Mais en plus du sprint, il faut quand même noter qu'on a vu une très belle performance de Brent Van Moer
en échappée. Il s'est fait reprendre à 200 mètres de la ligne, le pauvre. Ça doit être tellement frustrant. Mais bon, le petit faux pas, même lui il l'a dit, le petit faux plat final l'a vraiment tué, quoi. Ouais, malheureusement, le Belge, il avait fait un sacré numéro. Dommage que ça passe pas pour que très peu de temps. Mais je pense que d'ici à la fin du tour, peut-être qu'il ira décrocher une belle En tout victoire. cas, on le sait. En tout cas, on lui souhaite, hein. On va dire, premier tournant de ce Tour de France, la cinquième étape, et le contre-la-montre de Laval. Ce contre-la-montre de 27 km a pas réservé en soi beaucoup de surprises. Peut-être la grosse surprise, ça a été la très belle performance de Mathieu Van Der Poel qui réussit à conserver sa tunique de leader en terminant seulement à 30 secondes du vainqueur ou encore à 12 secondes d'un Stéphane Kung, vraiment maître de son domaine. Mais victoire de Tadej Pogacar tout simplement. Ouais, victoire de Tadej. Après, pour certains, t'as l'impression que c'est une surprise, mais Pogacar, c'est pas non plus le grimpeur tout fin, hein. C'est vraiment un grimpeur puissant. Quand tu le vois, il est pas non plus. C'est pas une allumette, quoi. Et moi, ça m'étonne pas qu'il marche pas autant contre la montre. Et après, pour revenir sur Mathieu Van Der Poel, ce qui est incroyable, c'est qu'il a expliqué qu'il a essayé d'améliorer sa position sur son vélo de chrono la veille jusqu'à plus de minuit. Résultat, il finit 5ème, il sauve son maillot jaune. C'est vraiment une masterclass aussi de Mathieu Van Der Poel, encore une fois, hein. Et pour revenir, on va dire, à Pogacar, par exemple, en début de saison, sur un chrono du type Tirreno Adriatico, il vient terminer quatrième à seulement 5 secondes de Kung, on va dire, c'est pas non plus le spécialiste du chrono, mais mais on va dire, il se défend parfaitement, c'est un longiligne rouleur, et tout simplement, à la Chris Froome qui arrive à développer de la puissance et du braquet sur le plat, il a une position parfaite, et c'est juste tout simplement dans la continuité de ce qu'il a réalisé l'année dernière et cette saison, même en contre-la-montre. Et il vient tout simplement décrocher le premier bouquet de ce Tour de France. Et par exemple, quand on regarde les performances des autres, par exemple, tu as un Jonas Vingegaard, il finit à 27 secondes. Et c'est pas non plus le spécialiste du chrono, hein. Il est encore plus léger que par exemple qu'à Tadej Pogacar. Donc bon. Mais je pense qu'on fera un mini débat justement où on échangera sur le cas Pogacar à la fin de cette preview parce que à chaque étape, il y a un mini débat sur Pogacar, si ça. Je pense qu'il mérite d'être un minimum défendu quand même. Je pense qu'on peut enchaîner sur la 6ème étape. Ou en termes de défense, je pense que là j'ai été gâté parce que j'ai défendu Mark Cavendish depuis ce début de saison et la 32e victoire sur le tour pour Mark. Un sprint à Châteauroux, je crois que c'est la 3e fois qu'il gagne à Châteauroux. Il est vraiment déchaîné et encore une très belle presta de Bouhanni qui décroche une 3e place. Desmar fera une 4e place, mais on comprend très clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, qu'il est vraiment pas dans la forme dans laquelle on l'a connu l'an dernier. Et Cavendish n'est plus qu'à 2 longueurs d'Eddy Merckx, mais il ne veut pas qu'on lui en parle trop parce que c'est vrai qu'il est passé par tellement de galères que déjà rien d'être sur le tour c'est incroyable, mais alors là 2 victoires, il est heureux notre Marc. Bon, peut-être que c'est aussi l'effet Q-Step, c'est sûr qu'on en a aussi vaguement vu pas vaguement, on en a plus que vaguement vu sur Twitter aussi et sur les autres réseaux. C'est sûr que on peut pas passer aussi à côté de la renaissance de Cavendish. Certes, par le passé, il a été juste monstrueux. Il a vécu quelques années vraiment où il était vraiment pas à son meilleur niveau. Même l'année dernière, il sautait à chaque fois d'un faux plat. Là, cette année, on sait que le mental joue aussi énormément. Ça l'a peut-être tout simplement libéré. Et content pour lui, quoi, parce que tu vois, même par exemple sur l'étape de dimanche à Tignes, où il arrive littéralement en pleurant. Oui, c'est ça. Tu vois. C'est ça a remis un peu les pendules à l'heure quand même parce que il grimpe pas mieux qu'avant, quoi, notre pauvre Marc, en vrai. On savait très bien que la montagne c'était vraiment un gros défaut chez lui et on en a encore la preuve hier parce qu'il finit à 1 minute des délais, quoi, et en pleurs donc. Mais après il y a quand même un petit effet Quick-Step qui fait qu'il a retrouvé un niveau qu'il n'avait plus. Mais il n'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus le Marc qu'on a connu dans les sprints, même avant. Dans ses sprints avant, c'était vraiment ses sprints, il avait comme comme s'il démarrait 2 fois, tu vois. Et maintenant, ses sprints, c'est vraiment sur la durée et vraiment plus en force qu'avant. C'est vraiment différent, tu le sens quand même.
Après, il commence à être aussi pas mal âgé. Il faut rappeler bien qu'il a 36 ans, qu'il est quand même sur le... À 36 ans, des coureurs comme Petaki, après, faisaient des bons résultats aussi. Place maintenant à la 7ème étape. Franchement, on s'attendait à une belle sieste quand on avait fait la preview. 250 km en direction du Creusot. Au final, ça a été la plus belle étape de ce tour, franchement, de mon point de vue. Pour l'instant, oui. On a vu des guerriers en échappée et surtout un maillot jaune en échappée, ce qu'on n'a jamais l'habitude de voir presque. Ouais, c'est vrai. Et Mathieu l'avait déjà fait sur une... Je sais plus sur quelle course, mais... Sur le Tour de Suisse. Ouais, sur le Tour de Suisse, et il a recommencé, hein. Ouais, il a réussi à se glisser dans l'échappée, on va dire pour une dernière danse sur cette édition 2021. Non, mais c'est sûr que quand on voit la composition du groupe, en sa compagnie, on retrouve des gars comme Wout van Aert, Simon Yates, Nibali, Cavendish, Stuyven, Asgreen, Kung, Gilbert, vraiment que des monstres, quoi. Et au final, c'est numéro XXL de Matej Mohoric franchement, qui volait. Il a tout simplement volé sur les routes du Creusot et beaucoup trop fort. Tout à fait. Et du côté des Cadors, on a Richard Carapace qui aura tenté dans le final. Malheureusement en vain. Devinez qui lui a roulé dessus. Non, mais je pense. Ouais, Movistar, voilà. D'ailleurs, on aura vu un Enric Mas venir embrouiller Katosti à la fin, qui n'a pas compris. Parce que pour le coup, Carapaz piégeait Pogačar, qui semblait déjà être l'ultime favori. Mais Movistar fait du Movistar et roule sur Carapaz, alors qu'ils auraient pu ils auraient pu laisser justement les coéquipiers de Pogačar rouler, tout simplement. Tout ça pour aller chercher, évidemment, ils vont l'avoir leur top 10, hein, sauf pépin physique, mais Movistar, quoi. Comme chaque année, ils vont rouler sur des gens qui tentent des choses de loin pour essayer de piéger les favoris, mais eux, en contrepartie, ils vont faire quoi? Rouler sur ces coureurs et accrocher les roues comme ils peuvent pour accrocher un top 5, top 6, top 7, voilà. Ouais. Malheureusement, on va dire les placements sur le Tour de France sont tellement importants pour les sponsors que même un top 5, ils vont le chercher comme des charognards. Après, là, je pense que c'était plus parce que c'était Carapace qu'autre chose, quoi. Un petit peu d'animosité encore entre eux. C'est possible. Place maintenant à la 8ème étape, la première étape alpine, avec l'arrivée au Grand Bornand. Pareil, on s'attendait pas forcément à du spectacle parce que l'arrivée était en descente, c'est la première étape de montagne, donc on se dit, bof, peut-être qu'ils vont rester calmes. Et bah non, la pluie s'est mêlée tout simplement de l'étape, et météo dantesque, dès le départ on a vu attaque sur attaque sur attaque sur attaque, Pogačar il essayait d'aller en échappée, il s'est dit... La veille, vous m'avez tous piégé. Aujourd'hui, c'est moi qui pars en échappée. Ah oui. Au final, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais on le sentait vraiment bien remuant et on savait qu'il allait vraiment vouloir faire un numéro dans le final. Au final, Davide Formolo a fait un grand numéro en sa compagnie et il a vraiment mis sur orbite Pogačar qui s'est envolé vraiment à une trentaine de bornes de l'arrivée. On se plaignait de la passivité de la Sky, maintenant on a la fougue de la jeunesse avec Pogačar, et au final quand même on voit pas mal de monde se plaindre de ce qu'il réalise, et faut aussi dire que Carapace qui a essayé de le suivre, malheureusement il a éclaté on va dire dans sa roue, et sûrement avec encore des toxines de la veille, et au final Pogačar il s'envole et il met 3 minutes, plus de 3 minutes à tous ses potentiels adversaires. Pour moi, 3 minutes, c'est pas non plus choquant, sachant qu'il part à 30 km de l'arrivée, ça fait 1 minute les 10 km. C'est pas non plus, ça fait pas non plus 30 secondes par kilomètre, tu vois. Donc bref, on en reparlera après. Non, et puis même, on va dire, en termes de record de montée, il a pas explosé, on va dire, les stats. Hein. Il est monté à une allure vraiment rapide, très rapide, mais il n'a pas le record de la montée ni quoi que ce soit. Je crois que ça remonte pour le col de la Colombière. Je crois que c'est Kruijswijk qui l'a encore de 2018. Donc voilà. Donc certes, il a fait un numéro. Il faut aussi se rappeler que l'année dernière, il faisait déjà le beau en attaquant et en faisant le show tout simplement. Il sortait numéro sur numéro en montagne. Et c'est tout simplement dans la continuité de ce qu'il a montré l'année dernière et en ce début de saison. Franchement, je sais, les gars qui se plaignent, on va dire, de Pogačar,
il s'attendait à quoi sur ce Tour de France? Tu perds Roglic, Geraint Thomas aussi sur chute, Mas sur chute, Soler sur chute, il n'y a pas Bernal. Il n'y a pas Roglic, il n'y a pas Porte, et il n'y a pas Miguel Angel Lopez qui ont chuté, effectivement, comme tu dis. Landa, qui était 4ème l'an dernier, n'est pas là. Et après, bah, comme tu viens de le dire aussi, Bernal n'est pas là. Bah, entre guillemets, il y a pas de concurrence, certes, ça reste des très bons coureurs derrière eux, mais faut se rappeler que Alexei Lutsenko, au soir du Grand Bornand, est troisième du général. Vingegaard est cinquième, Uran est quatrième, Uran qui, rappelons-le, a 34 ans. C'est une performance tout à fait normale de Tadej Pogacar. Et comme dit, il est ultra jeune. Enfin, c'est pas comme s'il allait s'arrêter de progresser maintenant et être constant pendant 10 ans. Il a encore des axes d'amélioration. Normalement, à cet âge-là, ton corps, tu peux encore devenir meilleur. On peut comprendre que les gens aient des suspicions, mais après, tu peux pas cracher non plus gratuitement comme ça à dire que ce gamin est une malédiction. Tu peux pas être aussi virulent envers un jeune, déjà sans preuve. Alors oui, on va nous ressortir, oui, pour les années Armstrong, l'UCI cachet, bah ouais. Et puis de toute façon, j'ai envie de dire, on s'exclame devant des performances de Mathieu Van Der Poel, on s'exclame devant les performances de Remco, on s'exclame devant les performances de Julien. Donc je vois pas pourquoi on devrait se cacher devant les performances de Pogacar, qui sur son domaine de prédilection fait un numéro. On l'a même vu, on va dire, dans le final de cette 8ème étape, le dernier kilomètre. Je pense que s'il restait 5 bornes, il se faisait rattraper par le groupe des favoris. Hein, parce qu'il était dans une défaillance. Je pense qu'il savait même plus comment il s'appelait à l'arrivée. Non, mais c'est sûr, on va dire que d'un côté, je comprends, on va dire, ceux qui critiquent dans le sens où ils en ont marre, on va dire, des années dopage qu'il y a eu. Mais d'un autre côté, on va dire, c'est pas comme si c'était une surprise de voir Pogacar là après ce qu'il a montré l'année dernière Non. et en ce début de saison. Surtout que des mecs comme toi qui suivent le vélo, mais pas non plus juste le. Toi par exemple, Lucas, tu cherches les pépites de lendemain. Pogacar, ça fait des années que tu m'en parles. Et du coup, moi, je suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. Et toi non plus, du coup. C'est vrai que c'est un prodige annoncé depuis 5 ans maintenant, au moins. Donc, qu'il écrase le Tour sans concurrence, ça n'étonne. Enfin, nous, ça ne nous étonne pas, tout simplement. Et puis après, j'ai envie de te dire, si par, on va dire, on connaît son équipe, on sait que UAE, bah, il y a Machine qui traînait dans les affaires de dopage à la Saunier Duval. Si on apprend que Tadej Pogacar sera dopé dans 5-6 ans, bah, on fera un mea culpa mais pour le moment, entre guillemets, on peut juste applaudir le gamin parce que c'est un crack tout simplement. Et en plus, sa copine qui est elle aussi Ursa, qui est pro du côté de la bike exchange féminine, elle a un peu dévergondé dans le sens où Pogacar il était toujours un peu timide et un peu discret. Et au final, par exemple, tu l'as bien vu à l'arrivée quand Maurice gagne, se mettre derrière la caméra et faire des grands tirer la langue et tout. Enfin, Mais oui, il a un petit côté fun qu'il n'avait pas encore ces dernières années. Après, il découvrait le monde pro aussi. Il était discret, quoi. et en parlant de fun, entre guillemets, de personnes qu'on commence également à apprécier de plus en plus, c'est en fait la parfaite transition avec la 9ème étape et malheureusement l'abandon de Primoz Roglic. On l'a vu en grande difficulté suite à sa chute où malheureusement bah, le coccyx quoi, il arrivait tout simplement pas à se mettre sur la selle et à vraiment jouer à suivre même le groupe Eto. Et au final, on l'a vu vraiment très sympathique dans la vidéo de Bastitma avec son fan club, sa femme et son gosse. Et franchement, bah, ça montrait aussi qu'il était tout simplement humain, quoi. Mais ouais, Roglic, en fait, il avait apporté beaucoup de frustration sur la première moitié du Tour l'an dernier. Et les gens étaient très réticents envers lui. Mais c'est vrai qu'il y a un humain derrière tout ça. Et quand tu prends le temps de regarder le coureur de plus près, c'est vrai que c'est vraiment un grand coureur avec un grand cœur et même dans les moments les plus durs, il reste très disponible. C'est des gestes tout cons, donner des bidons à des enfants ou même sourire à la caméra, c'est tout con. Mais certains, je peux vous dire qu'ils ne sourient pas quand ça va pas et ça reste un très grand gentleman, comme on dit dans le milieu. Et au final, bah, en parlant de gentleman, et on l'a évoqué en début d'épisode, bah, tout simplement la performance XXL de Ben O'Connor sur la 9ème étape.
Il a réussi à se débarrasser de Quintana et Higuita. Les deux Colombiens, malheureusement, ont fait une fringale vers l'arrivée à Tignes. Et tout simplement, Ben O'Connor, surpuissant, hein. On a longtemps cru qu'il allait pouvoir prendre le maillot jaune. Et au final, il se repositionne à la deuxième place au général, à seulement 2 minutes de Pogacar. Et surtout, il a un matelas assez confortable maintenant pour jouer le podium, avec plus de 3 minutes d'avance sur des gars comme Uran ou Vingegaard, qui eux, on va dire, ont souvent peut-être des jours moins bien aussi dans la troisième semaine. Et franchement, on se dit que pour Ben O'Connor, il y a vraiment un podium qui est jouable à Paris. Ouais, à voir comment il va récupérer de cette étape, mais effectivement, et ne pas oublier que non, pas du tout, Vingegaard, il ne sort même pas du Giro, donc après, il pourrait être la surprise et la révélation de ce tour aussi, en vrai. À voir. À noter aussi sur cette 9 étape les très belles performances de Guillaume Martin et Bonamour qui vont décrocher un top 5. Guillaume Martin qui se repasse par la même occasion à 2 minutes seulement du podium. Donc peut-être que ça lui donnera des idées pour les Pyrénées. On est obligé d'en parler. C'est également la troisième place sur l'étape de Sonny Colbrelli qui tout simplement surpuissant quoi. Il voltige lui aussi, hein. Franchement, il a perdu de l'explosivité et il a gagné en puissance. Dans le sens où, par exemple, sur un pur sprint massif, il a pas fait mieux qu'une cinquième place à Pontivy, là où il a eu des chutes. Sinon, il vient décrocher 2 11e places à Châteauroux et à Fougères. Mais en termes de puissance pure et dure, en fait, c'est des cols qui restent assez roulants, entre guillemets, avec pas non plus énormément de pourcentage. Et il faut emmener de la bracasse. Dans un jour comme tout simplement dimanche, avec on va dire l'orage, avec la pluie, avec le froid, c'est tout simplement un coureur fait pour ce genre d'étape. Certes, c'est un puncher sprinter, mais on va dire quand il est dans un bon jour, il arrive à emmener du braquet et on va dire c'est pas non plus entre guillemets, c'est une surprise de le voir quand même avec des gars comme Guillaume Martin, mais on va dire il a les capacités pour, et il l'a déjà montré par le passé que on va dire dans ce type de montée, c'est à la Peter Sagan, dans ses années de grâce. On sait qu'il est là cette année en ce moment-là depuis le mois de mai, fin mai, il commence vraiment à retrouver son meilleur niveau. On l'a vu pas mal aussi sur les classiques flandriennes cette année, revenir à son meilleur niveau tout simplement. Donc non, ça fait plaisir pour lui et on a toujours su que c'était un très bon coureur. Et j'ai dans mes souvenirs sur les classiques canadiennes, on va dire certes c'est plus des monts, mais on sait qu'il écrase tout simplement. Donc non, c'est une semi-surprise de le retrouver à cette performance. Certes, c'est une étape de montagne, mais ça reste des cols assez roulants, entre guillemets, et tout simplement, quand tu es dans un jour de gloire avec la pluie, t'écrases quoi. Merci Lucas. Et il y avait la plaidoirie de Guillaume pour Mark Cavendish, il y aura maintenant la plaidoirie de Lucas pour Colbrelli. Mais on a bien compris Colbrelli qui pourrait très bien se glisser dans des échappées sur les étapes, on va dire plutôt vallonnées, et qui ferait partie des favoris de ces échappées tout simplement, tant il est fort au sprint et tant il semble puissant dans les monts. Non, mais maintenant, on va avoir un joli duel sur les prochaines étapes pour le maillot vert entre Colbrelli, Matthews et Cavendish. Donc, certes, il y en a un des trois qui est beaucoup plus rapide au sprint, mais il passe pas les bosses. À ce rythme-là, on peut le voir. Il ne faudra pas trop jouer avec les limites des délais dans les étapes de montagne, on verra. Après, il est bien entouré. Après, il est bien entouré, c'est sûr. Bon, on a fait maintenant le débrief des étapes qui se sont déroulées jusqu'à présent. Tu t'attends à quoi maintenant pour cette fin du tour ? Moi, je m'attends à un Pogacar qui attaque et un marquage pour le podium derrière. C'est triste à dire, mais c'est pareil sur l'étape où Pogacar part à 30 km de l'arrivée. Il y a un giga marquage entre tous les autres coureurs derrière. Il y a Gaudu qui a tenté, ça n'a pas marché. Il l'a payé le lendemain. Moi, je m'attends quand même à un David Gaudu un peu plus en forme. Après, on sait que les conditions climatiques jouent beaucoup chez certains coureurs, donc on verra. Mais voilà, mon petit côté français me dit
Me donne envie de voir Gaudu à l'attaque tenter de gagner du temps pour un éventuel podium ou top 5. Et bon, bah, Pogacar devrait gagner ce tour sauf pépin physique. Et j'espère voir les coureurs attaquer pour se jouer le podium quand même, tout de même. Pas réassister au marquage de l'avant-dernière étape quand même. Donc la lutte pour le podium va être très intéressante. À voir comment ça va se dérouler. Euh, on a vu un Tour de France très offensif. Bah, pourvu que ça dure, quoi, tout simplement. On espère voir encore des belles étapes. Certes, il n'y a plus Mathieu Van Der Poel, mais il reste son fidèle concurrent, entre guillemets, Wout Van Aert. On s'attend aussi à un joli numéro d'Ineos. Geraint Thomas et Richie Porte, ben, pour l'instant, font un début de tour assez décevant. Et ben, tout simplement, ben, on va voir comment tout va se dérouler, mais ça va être intéressant à suivre. Ouais, un peu de hype, mais c'est vrai que après on va pas se cacher. Classement général pour la première place, ça risque d'être à sens unique. Mais c'est le Tour de France, il y a toujours des surprises. La preuve en est pour cette première semaine où on s'attendait à une semaine ennuyeuse et au final elle fut très passionnante. Bon, bah, c'est tout pour Dossard 13. On se retrouve désormais pour la fin de ce tour, tout simplement. On va faire un gros épisode débrief et on va également parler de ce qui s'est passé dans ce mois de juillet. Je sais également qu'un certain Fabio Aru fait des numéros en Roumanie en ce moment. Donc ça va être intéressant à tout ça à analyser. Bon, c'est tout pour Dossard 13. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux ou nous bloquer si vous n'êtes pas d'accord avec nous. En vous souhaitant une très bonne journée. Ciao ciao. Ciao ciao.